Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une petite vidéo sur le chapitre 5, sur les propriétés acido-basiques. Bon, c'est un chapitre qui est relativement simple, mais bon, je voulais quand même vous donner quelques petites informations. Alors, pour commencer, vous avez des termes comme ça, acido et basique. En fait, acido-basique, c'est ni plus ni moins que la contraction de acide et basique. Alors, si vous regardez le chapitre, le grand 1, ça marquait le pH d'une solution aqueuse. Donc aqueuse, vous savez ce que c'est, aqueux, aqua, aquarium, donc aqueuse qui contient de l'eau. Ensuite, quelque chose d'assez important, c'est que quand on écrit pH, il faut vraiment mettre un petit p et un grand H. Vous apprendrez plus tard ce que signifie ces lettres, mais j'insiste, je ne veux pas avoir ça et ni ça. Parce que ça c'est faux, ça c'est faux. Donc le monde entier utilise cette terminologie, donc petit p et grand H. Ensuite, cette valeur de pH, je vous les ai présentées dans le diaporama en vous disant que si c'était entre 0 et 7, égal à 7, entre 7 et 14, c'était acide, neutre ou basique. Mais on peut aussi représenter les choses de cette manière. On peut prendre un axe comme ça, par exemple. Au bout de l'axe, on met une flèche. Au bout de la flèche, on met la grandeur physique. Et d'une manière générale, quand on a une grandeur physique, on met entre parenthèses toujours l'unité. Or, dans ce cas-là, il n'y a pas d'unité pour le pH. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses et quelque chose dedans. Ce pH, il varie entre 0 et 14. Et il y a une valeur au milieu, une valeur charnière, qui est 7. Alors, si vous mesurez le pH d'une solution, alors comment est-ce qu'on fait? C'est assez facile, en fait, vous verrez. Je vais vous donner une boîte comme ça. Dans cette boîte, sur le devant de la boîte, il y a des petits triangles comme ça, de couleurs. Vous verrez, petit triangle de couleurs. Et associé à chacune des couleurs, il y a un numéro. Ce numéro, il va en général de 1 à 14. Alors ça dépend un peu des sociétés qui les vendent. Des fois ça va de 1 en 1, des fois ça va de 2 en 2. Alors ce que vous ferez en classe, ou enfin si on a le temps, on prendra une petite bandelette de papier. Alors vous verrez à l'intérieur de la boîte, il y a des bandelettes de papier qui sont enroulées. Et ces bandelettes de papier, qu'est-ce qu'on fait? On les trempe dans une solution, comme ça. On la trempe dedans un petit peu, on la met comme ça. Et puis vous allez voir, l'extrémité du papier, celui qui est en contact avec la solution, il change de couleur. Vous regardez la couleur, imaginons que ce soit rouge. Donc rouge, ce serait plutôt par ici. Donc ce sera des petites valeurs. Donc à ce moment-là, ce sera une solution qui sera acide. Et si vous trempez une autre languette de papier et que par exemple vous avez, mettons, cette couleur-là, vous verrez violet. Violet, c'est plutôt des solutions qui sont valeur 12, 13 ou 14. Et à ce moment-là, ce seront des solutions basiques. Et puis, si vous en mettez une troisième, vous verrez, je n'ai pas beaucoup de place, mais ici, comme ça, la languette, au départ, elle est jaune. Et bien, vous verrez que si elle reste jaune, c'est une solution qui est neutre. Voilà. Donc ça, c'est assez facile, vous verrez. Je vous donnerai les bandelettes, vous les tremperez, ou on le fera en commun, on verra. Alors par contre, quelque chose dont je voulais vous parler quand même, parce que cette histoire de 0, 7 et 14, il faut quand même discuter de ce que ça signifie. Imaginons, je refais mon axe comme ça, avec mon pH. On a dit qu'il y avait 0, on a dit qu'il y avait 14, on a dit qu'il y avait 7. On dit ici que c'est une solution qui est neutre si son pH vaut 7. Mais alors imaginons 2 secondes que je vous donne une solution dont le pH vaut 6,99 et une autre solution dont le pH vaut 7,01. Vous allez me dire que celle-ci est acide et celle-ci est basique. Franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Tout ce qui est autour de 7, et vous verrez, vous pouvez regarder d'ailleurs sur les étiquettes des savons, des shampoings, sur les étiquettes des bouteilles d'eau, il y a quelquefois marqué la valeur du pH. Et pour une bouteille d'eau, ça peut être 7,2, ça peut être 7,3, ça peut être 6,8. Si c'est 6,8, la solution n'est pas acide. Si c'est 7,3, la solution n'est pas basique. Au moins sur le plan pratique. Alors, qu'est-ce que vous allez considérer, vous? Si j'efface un petit peu tous ces numéros-là dont je n'ai plus besoin, imaginons que... Alors là, il faut que je prenne la gomme, voilà. Comme ça, on va enlever ici neutre, et je vais reprendre le crayon. Si vous avez une solution dont le pH vaut 6, une solution dont le pH vaut 8, en gros, la courbe, elle fait à peu près quelque chose comme ça, vous voyez? Comme ça, bon, c'est pas très très bien fait, mais... Donc, tout ce qui est là, globalement, c'est neutre. Donc, tout ce qui est autour de 7,
bon, on peut prendre environ entre 6 et 8 à peu près, ou 6,5, 7,5. Tout ça, on va considérer que c'est neutre. À ne pas considérer que 6,999 c'est acide et 7,001 c'est basique. Vous voyez bien que ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait, pour mesurer le pH d'une solution, donc on prend une solution comme ça, on met un petit bout de papier pH, et vous avez vu, la couleur ici, elle change. Alors, cette façon de faire, elle est pratique, elle n'est pas chère, le papier pH, ça coûte pas très très cher, mais si vous regardez, vous verrez, quand je vous donnerai les boîtes, les numéros, ça peut très bien être 1, 3, 5, 7, et ainsi de suite, jusqu'à, mettons, 14. Comme ça, jusqu'à 14. Alors vous voyez que si par exemple on me demande de préparer une solution de pH égale 3,2, ben, je vais bien être embêté avec mon papier pH parce que c'est pas très 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 précis, hein. Alors il existe autre chose, hein, qui s'appelle le pH mètre. Alors je tourne la page. Donc vous prenez une solution comme celle-ci. Voilà, imaginons une solution ici dont le pH est inconnu, hein. Vous mettez un pH mètre. Alors le pH mètre, vous verrez, ça ressemble à ça. Ce qu'on a, ça ressemble à ça. C'est un espèce de rectangle comme ça, avec ici il y a un petit détecteur en dessous là. Et puis là il y a un afficheur. Donc vous l'allumez. Et puis sur l'afficheur, ça va vous indiquer par exemple, je sais pas moi, 6,18. Vous voyez, donc c'est vraiment très 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 précis. Alors c'est à la fois précis mais à la fois très très délicat parce que en fait ici là vous avez deux petites vis. C'est pour étalonner l'appareil. Parce que quand on ne s'en sert pas pendant quelques semaines, par exemple, je prends une solution comme ça, là, je prends mon pH mètre, je le mets dans la solution, et en fait, mon pH mètre, il va m'indiquer un peu n'importe quoi. C'est comme ça, il se dérègle très très facilement. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des solutions dont le pH est très très précis. Par exemple, on a ici une solution de pH égale 10. Si ma solution de pH égale 10 est présente dans le bécher, il faut qu'ici, mon afficheur, il me marque 10. Or, il est très vraisemblable qu'il m'affiche 8 ou 11 ou 7 ou 12. Donc évidemment, ça ne va pas. Donc on a des petites vis ici, là, sur lesquelles on agit pour que justement apparaisse ici 10, dès lors qu'on a mis une solution dont on connaît la valeur du pH avec précision. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça, hein. Donc les appareils, il faut toujours les étalonner, hein, étalonner avant de les utiliser. Donc ça, c'était pour la partie pH. Je vous disais que c'est relativement simple. Donc normalement, on doit faire un TP. Je ne sais pas du tout si on aura le temps de le faire. Et puis après, dans le diaporama, vous avez une deuxième partie qui s'appelle réaction entre le... Enfin, ça s'appelle numéro 3 puisque le numéro 2, c'est le TP. Ça s'appelle réaction entre du vinaigre. Alors le vinaigre, c'est une solution acide, hein. Il suffirait de le mesurer soit avec le papier pH, soit avec le pH mètre. Et on fait réagir cette solution acide avec un morceau de craie. Alors, vous pourriez très bien le faire à la maison, si vous voulez. Attendez, j'avais fait le dessin, mais je vais le refaire ici. Vous pouvez très bien prendre par exemple un récipient, alors n'importe quoi comme récipient. Si vous avez chez vous un petit récipient, si vous avez un ballon que vous utilisez pour les anniversaires, vous le mettez au-dessus comme ça. Puis si jamais vous avez un bout de craie, vous mettez votre morceau de craie ici. Là, vous mettez par exemple du vinaigre, hein. Et puis tout ça, vous le mettez sur une balance. On imagine, hein. Donc imaginons que la masse soit M1, je sais pas, je mets par exemple 100 grammes. Ce que vous faites, vous soulevez le ballon de manière à faire tomber la craie à l'intérieur du récipient qui contient le vinaigre. Qu'est-ce qui va se passer? La craie, elle va être... Bon, je refais ma balance comme ça, là. Ma solution. La craie, elle va tomber au fond. Alors vous allez voir, il va apparaître plein de bulles comme ça. Et puis, ces bulles, c'est du gaz. Et comme il y a du gaz, qu'est-ce qu'il va faire, le ballon? Il va se gonfler comme ça. Il va se gonfler. Vous attendez qu'il se gonfle, hein. Puis, à un moment, puis vous regardez ici la valeur de la masse M2 égale. Vous allez voir, c'est toujours 100 grammes, quel que soit le moment de la réaction. Ça veut dire que en fait, la masse, elle ne varie jamais. Donc ça, c'est important. On en a déjà parlé ensemble en classe, hein. Là, vous retenez ça dans votre tête. On le reverra plusieurs fois au travers d'expériences l'année prochaine. La masse ne varie jamais. Alors, ce qu'on vient de faire ici entre la craie et le vinaigre, ça s'appelle une transformation chimique. Alors, transformation chimique, ça veut dire que ce qui est à l'arrivée, ça n'est pas la même chose que ce qu'il y avait au départ. Vous allez voir, ici, il y a du gaz qui apparaît. Le gaz n'était pas présent au début. Et vous allez voir la craie, là. Au départ, elle avait, béton, cette taille-là. Et quand la réaction cesse, vous allez voir la craie, elle va être comme ça toute petite. C'est-à-dire que les constituants de la craie ont été
en quelque sorte transformer. On essaiera d'expliquer ça en classe. Voilà, donc voilà ce que vous avez à retenir. Vous voyez, c'est un chapitre qui est relativement facile. Donc en fonction de comment ça se passe pour la rentrée, je vous enverrai d'autres vidéos ou alors on les fera en se voyant. Voilà, à plus tard.